10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Je vais me tourner vers vous, Amaury. Selon vous, est-ce que au fond, on assiste simplement à une crise migratoire telle qu'elle a été montrée, une réalité objective, factuelle, ou au fond, est-ce qu'on assiste aussi à une guerre de l'information ? À une guerre de l'information, je ne crois pas. À des tentatives d'influence et possiblement, probablement du Maroc dans cette affaire, oui. Pour en revenir au propos que vous évoquiez du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, qui lui parle d'ingérence informationnelle opérée par des pays étrangers, j'en reste stupéfait. Je veux dire, pour le ministre de l'Intérieur français, le problème ne serait donc pas finalement ce que montrent ces images, c'est-à-dire la réalité d'une crise migratoire, un avertissement pour l'Europe, mais ce serait que ces images puissent circuler et finalement alimenter la critique de la politique migratoire européenne. C'est invraisemblable. De la part de l'homme chargé de la sécurité des Français, qui par ailleurs a un véritable problème depuis qu'il est nommé avec la réalité et avec les chiffres. Un ministre qui depuis le début nous a expliqué qu'il y avait entre 200 et 300 000 clandestins en France, alors qu'ils sont au minimum 800 000, ce qu'avait d'ailleurs reconnu son prédécesseur Gérald Darmanin, qui considère qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance, ce dont pourtant les propres statistiques de son ministère attestent depuis des années. Donc on a là un discours qui est bien connu, qui est celui de la Macronie, qui est celui de l'extrême centre, qui vise finalement à expliquer aux Français que tout cela n'existe pas, qu'ils sont manipulés, que tout cela relèverait du fantasme de l'extrême droite, avec la volonté, on le sent bien, et qui a été exprimée par le chef de l'État lui-même ces dernières années et par ses gouvernements, de vouloir contrôler les médias, le récit médiatique et même les réseaux sociaux, les méchants réseaux sociaux qui ont montré ces images avant même que les grands médias français ne le fassent, de ces dizaines de milliers de migrants déferlés sur l'enclave espagnole, quand l'AFP nous expliquait qu'ils étaient 1500 à avoir traversé la frontière. Donc je trouve ces propos absolument stupéfiants et particulièrement inquiétants, notamment dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Céline Benz. Oui, alors le Maroc, il y a un pays qui a des questions de souveraineté territoriale qui se posent. On le voit, donc c'est le cas avec le conflit au Sahara occidental, et on le voit avec ces deux enclaves espagnoles, dont on comprend que le Maroc a saisi qu'il pouvait utiliser ça, qu'il pouvait utiliser le fait d'ouvrir finalement des vannes pour faire arriver éventuellement de manière non concertée, non coordonnée, 72 000 personnes dans des enclaves qui sont finalement très petites. Moi j'ai envie de vous dire, du point de vue des Marocains, ils auraient tort de se priver. Ils ont parfaitement compris qu'ils avaient là un moyen d'influer sur les politiques européennes et éventuellement de se positionner en force sur des territoires dont peut-être ils auraient le souhait de récupérer, sur lesquels ils auraient le souhait d'imposer une souveraineté marocaine. On constate la même chose avec la Libye, qui a parfaitement compris qu'elle avait un levier migratoire très fort parce qu'elle a des prisons qui sont remplies de tout un tas de migrants qui proviennent d'Afrique subsaharienne. Donc ces pays aujourd'hui disposent de ce levier-là. Ils le savent, ces pays du Maghreb, et ils savent qu'ils peuvent utiliser ce levier migratoire pour imposer un rapport de force à une Union européenne qui est très embarrassée, il faut quand même le dire. On sait que la réunion qui a duré hier avec justement dont vous parliez, Amaury, a duré plus de 3 heures en visio, avec des difficultés à se mettre d'accord entre États européens. Il y a eu des divergences très fortes qui ont été exprimées notamment par l'Italie. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir avec quoi on va négocier avec les pays du Maghreb, qu'est-ce qu'on va leur dire, parce que cet épisode-là, c'est un épisode, mais c'est assuré qu'il se reproduira et qu'il aura de fortes répercussions dans les opinions publiques. Donc aujourd'hui, il faut arriver avec des armes, avec un dialogue fort, puissant, et il faut avoir des choses à opposer à des pays qui seront inévitablement dans la contestation et qui ont ce très puissant levier de l'arme migratoire. Mickaël Sadoun, qu'est-ce qu'on peut opposer à l'arme migratoire ? On peut opposer de la fermeté et des lois inflexibles. Si tant de gens veulent venir chez nous, c'est parce qu'on a quand même un régime extrêmement privilégié et que ça donne évidemment envie, et on le comprend, à toute l'Afrique et pourquoi pas à tous ceux qui viennent de pays qui sont dans la misère dans le monde. Donc la première chose, c'est pas de détester le Maroc, c'est d'abord de s'armer nous-mêmes contre ces invasions migratoires. Parce que je le dis, ce sont des invasions migratoires.
Ça ne veut pas dire que les gens qui viennent sont des guerriers. Alors rappelons que sur les à peu près 70 000 Marocains, ou en tout cas personnes qui venaient du Maroc, qui ont traversé cette frontière et qui ont été dans l'enclave espagnole de la Ceuta, plus de 90% sont retournés chez elles quasiment dans les 24 heures. Bien sûr, bien heureusement. Mais malheureusement, il y a une masse beaucoup plus importante de gens qui viennent tout à fait légalement en France chaque année, au nombre de 500 000, pour diverses raisons, mais en général, c'est pas pour travailler. C'est pour des motifs familiaux, c'est l'extension indéfinie du droit d'asile, c'est etc. etc. Donc moi je vais vous dire, dans cette affaire, je n'aime pas le régime espagnol. D'accord, j'aime pas Pedro Sánchez, j'aime pas ses positions géopolitiques, je n'aime pas sa politique intérieure, etc. J'ai plutôt de la sympathie pour le Maroc, son positionnement international, sa royauté millénaire, qui, vous savez, a tant de sympathie, notamment chez les Juifs et notamment chez le Juif marocain que je suis. Donc je suis pas tout à fait objectif dans ce conflit, mais il faut dire quelque chose. En tant qu'Européens, on peut que se solidariser vis-à-vis de l'Espagne, même avec le régime gauchiste qu'il a. Donc quand je vois parfois une certaine droite en France qui sourit en disant au fond le Maroc a bien raison parce que le régime de Sanchez il nous emmerde un peu, je trouve qu'ils ont tort. Ils ont tort parce qu'on devrait se solidariser en tant qu'Européens, parce que cette menace migratoire, elle ne date pas d'hier d'abord, ni concernant le Maroc, ni concernant d'autres pays. Je vous rappelle que la Turquie le faisait aussi avec nous au moment de la crise migratoire en 2015. Donc on devrait quand même se solidariser et personnellement, nous, la France, serait armée séparément des contraintes de l'Union européenne. Mais c'est ce que disait d'ailleurs Laurent Nunez hier au cours de sa conférence de presse. Il expliquait justement qu'il fallait que l'Europe se renforce, qu'il fallait qu'il y ait plus de solidarité vis-à-vis des pays qui accueillent sur leur territoire massivement ces migrants, notamment l'Espagne, notamment l'Italie. Souvenez-vous, l'Italie avait été abandonnée avec l'affaire Lampedusa. C'est ce qui a permis d'ailleurs à Giorgia Meloni ensuite de passer avec son parti Fratelli d'Italia, qui allait passer de 4 à 22% en seulement quelques années. Donc elle a été élue précisément sur cette question de la lutte contre l'immigration illégale, contrairement d'ailleurs à Pedro Sánchez qui lui a promis une régularisation assez massive, 500 000 sans-papiers sur son territoire, et qui a été considéré par certains également comme un appel d'air. Mais la question c'est de savoir si au fond l'Europe, je me tourne vers vous Amaury Brelé, est-ce que l'Europe peut être à la fois la solution, c'est ce que dit Laurent Nunez, ou est-ce que c'est le problème ? C'est évidemment la solution. Seulement aujourd'hui, nous payons, mais nous, Européens et Français, nous payons le prix d'une trahison. C'est la trahison d'une promesse qui avait été faite dans les années 80 lorsqu'on l'a mis en place, l'espace Schengen. Il s'agissait à l'époque de conditionner la fin des frontières nationales, et donc des contrôles évidemment, à la sécurisation totale des frontières extérieures de l'Europe. Ce qui n'est jamais arrivé. Les frontières de l'Europe, notamment du Sud, sont des passoires. Il y passe tout et n'importe quoi depuis des années. Migrants évidemment, marchandises, la drogue notamment. Donc rien n'a été fait. On a renforcé les moyens de Frontex, mais qui sont largement insuffisants. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup, y compris en France et notamment Marine Le Pen, demandent à ce que l'espace Schengen soit réservé aux seuls ressortissants de l'Union européenne, à minima. Mais il faut bien dire aujourd'hui que si les frontières extérieures de l'Europe ne sont pas protégées, il faut remettre en cause l'espace Schengen et ses règles. Ça n'est plus supportable. Nous vivons dans un continent où finalement 27 pays membres ont 27 politiques migratoires différentes, alors de plus en plus, convergentes pour l'écrasante majorité d'entre eux, à l'exception de l'Espagne, qui aujourd'hui fait figure de mouton noir, avec sa politique immigrationniste absolument délirante, et contrairement à ce qui a été dit hier, y compris à nouveau dans la bouche du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, non, il n'y a pas d'unité en Europe. C'est une unité de façade, c'est une opération de communication à laquelle on a assisté hier, puisque vous avez 22 pays sur 27 pays membres qui ont signé cette fameuse lettre ouverte pour dénoncer entre les lignes cette politique délirante de Pedro Sánchez. Avec ces divisions au sein de l'Europe qui sont de plus en plus visibles, on se retrouve tout de suite dans un instant sur Sud Radio et on se posera cette question. Qui profite le plus de la diffusion de ces images ? Les médias, les plateformes, certains États ? Vous avez un avis ? Appelez-nous 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et on est de retour sur Sud Radio avec nos invités qui continuent de débattre hors antenne, Mickaël Sadoun, Amaury Brelet et Madame Benz, sur cette fameuse question, sur ces images de Ceuta, mais la suite, le nouvel épisode autour de cet événement, à savoir les propos de Laurent Nunez qui parle d'une instrumentalisation des images par des États étrangers. La question, c'est de savoir au fond, est-ce que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le principal champ de bataille de l'influence? Qu'en pensez-vous, Madame Benz? J'en pense qu'effectivement, la manière dont on peut faire de la politique, c'est un peu un truisme de le dire, mais a été fortement influencée par les réseaux sociaux. Il faut réagir tout de suite, ça implique des réunions d'urgence en plein milieu de l'été, là où sans doute que par le passé, on aurait pris le temps de coordonner une réflexion. Bon, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, il faut avoir une pensée pour sans doute ces pauvres gens. Enfin, moi je pense que ces 70 000 personnes là, c'est probablement des personnes qui sont dans la misère, qui se sont retrouvées à bénéficier d'un appel d'air, etc. Mais si elles sont marocaines, c'est à leur État, au Maroc, de leur offrir une solution, c'est-à-dire une formation, un travail. Enfin voilà, c'est à l'État marocain de prendre en charge ses ressortissants, ses citoyens, et certainement pas à l'Union européenne d'aller régler les problèmes des Marocains, même s'il peut y avoir des coopérations internationales ou des coopérations qui peuvent exister. Nous, ce qu'on a à faire, c'est effectivement de sécuriser nos frontières extérieures pour avoir, c'est ce qui était la promesse de l'Union européenne, un marché intérieur à la fois des biens et des personnes, qui soit un marché ouvert et libre. Je vous raconte ma vie. Il y a une semaine de ça, je pars en Allemagne en train, en prenant la ligne qui relie Strasbourg à Offenbourg, qui est le grand nœud ferroviaire de l'Ouest allemand. Il y a la douane allemande qui rentre dans le train et qui contrôle tout le monde. Retour Offenbourg-Strasbourg, je ne vois personne. Je refais le trajet une deuxième fois pour retourner en Allemagne, la douane allemande, à nouveau, qui arrête tout le monde, qui contrôle, etc. Retour en France, personne. Je pense que si l'Allemagne, à un moment donné, juge utile de remettre en place des contrôles aux frontières avec la France, même si c'est de manière sporadique, ça signifie quelque chose. Pourquoi nous considérons-nous que ça n'est pas nécessaire? Et si ça n'est nécessaire pour personne, ça doit être respecté de part et d'autre. Donc à un moment, Schengen, c'est très bien. Je pense que c'est une promesse qu'on s'est collectivement faite, mais elle doit être appliquée par tout le monde et rendue effective par le fait d'avoir des frontières extérieures qui soient uniformément sécurisées et respectées. Mickaël Sadoun, mettons aussi les pieds dans le plat. Lorsque Laurent Nunez parle de guerre informationnelle, disons-le, il parle de la Russie, du fait que la Russie a une stratégie d'influence pour déstabiliser les puissances occidentales. Nous sommes à l'approche, vous le savez, d'une élection particulièrement importante, l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un risque que ces images soient exploitées, mises en avant particulièrement sur les réseaux sociaux par la Russie? Alors, d'abord, j'aimerais faire un tout petit retour en arrière sur le sujet de l'Europe, parce que j'étais pas du tout d'accord avec Amaury Brelet qui prétendait que c'était une solution. J'estime que c'est évidemment le problème, puisque pour des raisons de droit, d'infrastructure juridique qui nous empêchent de modifier les sujets relatifs à l'immigration autrement que par l'unanimité des pays ou par la majorité qualifiée. Or, on voit bien que les pays d'Europe, évidemment, c'est toujours un chassé-croisé. Quand l'un passe à gauche, l'autre passe à droite, et puis on n'arrive jamais à trouver d'accord sur ce genre de sujet. Il y a aussi une question de volonté politique de la Commission européenne qui, depuis toujours, et notamment depuis Ursula von der Leyen, prend ces sujets par-dessus la jambe. On l'a vu avec le limogeage de Fabrice Leggeri à l'époque où il s'occupait de Frontex. Il n'y a aucune volonté politique et d'ailleurs ce serait très compliqué à mon avis de gérer ce sujet du contrôle des frontières au niveau de l'Europe, parce que vous l'avez dit, les routes d'immigration sont trop nombreuses. Il y a celles qui passent par la Méditerranée ouest, celles qui passent par la Méditerranée est, et évidemment celles qui passent par l'Europe de l'Est. Donc pour moi, c'est très compliqué. Ensuite, sur la guerre informationnelle dont parle Laurent Nunez, je pense qu'on assiste de plus en plus, puisque lui parle d'instrumentalisation, moi je dis qu'il instrumentalise la guerre en Ukraine et l'épouvantail qui est devenu la Russie pour faire passer des messages et des lois de plus en plus liberticides, et on le voit, ça s'égrène dans l'actualité. La Macronie est en train de durcir son discours sur l'information, en train de devenir, je dirais, un discours illibéral vis-à-vis de l'information. Les réseaux sociaux, désolé de vous dire qu'ils ne sont que le véhicule de l'information. Mais ceux qui sont producteurs de l'information, c'est ceux qui étaient sur place et qui ont pris les vidéos. Quand on voit de l'autre côté, comme l'a rappelé Amaury, que les médias officiels et l'AFP
font circuler, eux, de fausses informations. Mais comment ne pas voir les réseaux sociaux, non pas comme une désinformation, mais au contraire comme un secours absolu de l'information? Il y aurait plus de démocratie sans ça. Sans rire, on assiste à un contrôle des médias officiels, je trouve, qui est vachement inquiétant. Quand on a des soi-disant journalistes formés, 5 ans d'études, j'en sais quelque chose, hein, je connais les écoles de journalisme, et qui arrivent au bout de tout ça et qui disent, je suis désolé de le dire, des conneries pareilles. C'est des monstrueuses conneries. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour nous dire, eh ben non, il y en a un peu plus que ce qu'on vous a dit, sans faire du catastrophisme. Vous l'avez dit tout à l'heure, 90% sont rentrés chez eux. On n'est pas obligé de verser dans le n'importe quoi. Mais il n'y a que le gouvernement qui pense que les gens sont stupides et versent dans le n'importe quoi. Sinon, ils se contentent de regarder les images et ils ont raison de le faire. Amaury Brelet, on voyait acquiescer de la tête. Ah mais oui, mais tout à fait. Il y a une volonté de la Macronie depuis 10 ans de renforcer le contrôle, les régulations sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont un champ de liberté pour tous ceux qui souhaitent se réinformer face à la désinformation massive qui nous est infligée par les médias du service public et par les grands médias en général. On l'a vu à nouveau dans la propagande qui nous a été faite de ces chiffres ridicules. Qui a pu penser un instant, y compris les journalistes, en voyant les images qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux au même moment, qu'il y avait seulement 1500 migrants qui déferlaient sur ce... Ils n'avaient pas encore été dénombrés. Vous savez que malheureusement, c'est comme parfois après des catastrophes, on n'a pas tout de suite le nombre de personnes qui sont décédées. Il faut un certain temps pour réussir à les compter. On les aurait invités un petit peu de modestie, conséquemment. À la simple vue des images, on pouvait se douter que le chiffre de 1500, évidemment, était très très loin de la réalité. Non, on veut faire une fois de plus les réseaux sociaux, les boucs émissaires. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand même en Roumanie. C'était un précédent gravissime où on nous a expliqué pendant des mois que les réseaux sociaux étaient responsables d'une propagande qui avait finalement poussé le candidat d'extrême droite à l'époque, alors qu'il y a des rapports qui ont été faits sur le sujet et qui ont montré que c'était le contraire. Et que donc les réseaux sociaux n'avaient eu aucune influence. D'ailleurs, il n'y a aucun rapport n'a pu démontrer sérieusement depuis plus de 30 ans que les réseaux sociaux, 20 ans que les réseaux sociaux existent, qu'ils ont pu influencer d'une façon ou d'une autre une élection quelque part dans le monde. Nulle part. Donc tout cela, ce sont des mensonges qui sont évidemment professés aujourd'hui par la Macronie, qui s'assume totalement dans cette dérive liberticide. Il faut le dire, liberticide, qui veut restreindre la liberté des Français sur les réseaux sociaux, qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, que la Macronie commence, et le gouvernement commence par demander aux plateformes de respecter la loi, ce qu'elles ne font pas, quand on voit qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de messages haineux, antisémites, islamistes, qui font l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux et que rien ne se passe. C'est ça, il me semble, d'abord la priorité. Céline Benz. Et moi, il me paraît évident qu'il y a une espèce de liberté absolue. Si chacun était capable de se discipliner, ce serait très bien. Or, c'est pas le cas. À partir du moment où c'est pas le cas, il me paraît normal qu'une puissance de régulation, en l'espèce un État, impose des règles, ne serait-ce que pour la protection des mineurs. Moi, il me paraît quand même heureux qu'il y ait des sanctions qui puissent être imposées pour la diffusion de contenu pédopornographique. On a vu que c'était très régulièrement le cas. Et qu'on puisse interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais ma foi, si on met des interdictions pour tout un tas de dispositifs, on a des films qui sont déconseillés aux moins de 16 ans, ça n'a jamais dérangé personne. Enfin, un jeune n'a pas à être exposé à l'entièreté des contenus disponibles. Que tout contenu haineux qui est proscrit par la loi soit banni des réseaux sociaux, ça me paraît normal, qu'il soit antisémite, qu'il soit anti-musulman, voilà. Mais après, qu'il y ait une régulation de ce qui peut y être diffusé, notamment à l'heure de l'intelligence artificielle, où on peut générer des contenus en créant des deepfakes qu'on diffusera pour étant de vraies images, ça me paraît être une mesure de bon sens qu'il y ait des avertissements, qu'il y ait des pare-feux et qu'on ne tienne pas pour une information vraie, parce que si vous êtes journaliste autour de cette table, vous le savez, une information c'est quelque chose qui est sourcé et qui est vérifié, sans quoi on n'a plus besoin de journalistes, on est tous journalistes à nos heures avec nos téléphones, et qui est un filtre qui soit opéré avec des avertissements en disant voilà, là vous allez voir un contenu qui est généré par de l'intelligence artificielle, qui en émane, qui a été filmé par monsieur untel à tel lieu, à telle heure. La liberté absolue, ça ne fonctionne que dès lors que chacun est capable de se discipliner, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Sinon, on n'aurait plus besoin de dénominateurs communs et donc plus besoin d'État. J'ai envie de vous dire, la diffamation ou l'insulte sont déjà condamnées par la loi française.
Pour le reste, concernant la protection des mineurs, je suis désolé de vous dire que la protection des mineurs, elle ne revient pas à l'État, elle revient aux parents. Pourquoi est-ce que des petits de 10 ans sont exposés à des contenus pédopornographiques sur leur téléphone ? Parce que leurs parents leur ont foutu un smartphone dans les mains. C'est ça l'erreur. Mais on va pas interdire ou contrôler le passage de tout adulte éclairé qui va sur les réseaux sociaux parce que il y a des gens qui font n'importe quoi avec leurs enfants. Ça, c'est un mauvais motif qui permet d'écraser la liberté de tous. Donc on n'écrase pas la liberté de tous parce qu'il y a des excès de certains. Je trouve que c'est une mauvaise logique et on voit comment ça peut dériver parce que désolé de vous dire qu'au moment du Covid, là pour le moment on nous dit il y a des tiers de confiance, vous inquiétez pas, c'est pas l'État directement qui va réguler votre entrée et votre sortie des réseaux sociaux et qui va contrôler votre carte d'identité, il y aura un tiers de confiance. Mais désolé de vous dire qu'on a vu les évolutions législatives pendant le Covid qui ont permis finalement de retrouver les gens qui avaient une parole dissidente sur la vaccination, vous voyez, de soumettre à la question ceux qui n'étaient pas d'accord avec les politiques officielles. Désolé de vous dire que cette dérive liberticide, moi, elle m'inquiète et je sais très bien dans quel sens ça va avancer. Donc, vous parliez tout à l'heure de la liberté absolue, je préfère la foire à la prison. Je vous le dis, je suis pas un grand libéral, je suis pas un libertarien, mais on voit comment les choses évoluent et actuellement, je suis plus pour une liberté d'expression vachement large que pour une liberté d'expression qui a tendance à se resserrer au nom de motifs de sécurité, d'éducation, d'ingérence étrangère, de je ne sais quoi. Et notre chroniqueur Michael Sadoun qui, je cite, préfère la foire à la prison. Voilà. C'est un sujet, c'est en tout cas un point de vue qui manifestement crée du débat, crée de la polémique. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On parlera de ces traversées dans la Manche et on se posera cette question. Peut-on contrôler les traversées migratoires ou est-ce une fatalité ? Est-ce qu'il faut se faire une raison ? Parce que tous les étés, on a malheureusement les mêmes images, les mêmes informations. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Il est 11h02, nous sommes de retour. Il est le temps de continuer ce débat avec nos trois débatteurs chevronnés et enflammés, disons-le. Michael Sadoun, Amaury Brelet et Céline Benz, avec cet autre sujet qui nous intéresse ce matin et qui concerne ces nouveaux drames dans la Manche. Peut-on encore contrôler les traversées migratoires ? Vous le savez, ces derniers jours, une nouvelle opération de secours a rappelé la dangerosité de ces traversées. Une embarcation transportant près de 160 migrants a pris feu en pleine Manche. Les secours français sont intervenus pour venir en aide aux passagers et éviter un nouveau drame en mer. Malgré les contrôles renforcés et la coopération entre la France et le Royaume-Uni, les départs se poursuivent et les opérations de sauvetage, particulièrement en été. Mais derrière ces drames en mer, une question revient. Pourquoi ces traversées continuent-elles malgré les risques ? Pour certains, cela montre que les politiques actuelles ne permettent pas de maîtriser les frontières. Pour d'autres, le vrai problème reste l'action des réseaux de passeurs qui exploitent la détresse des personnes prêtes à risquer leur vie. Alors la question est posée, peut-on encore contrôler les traversées de la Manche ? Faut-il renforcer davantage les contrôles aux frontières ou faut-il surtout s'attaquer aux passeurs et trouver d'autres solutions pour éviter ces départs dangereux ? Amis auditeurs, qu'en pensez-vous ? Appelez-nous. Est-ce que la France et le Royaume-Uni peuvent réellement empêcher ces traversées ? Est-ce un phénomène impossible tout simplement à endiguer ? Appelez-nous 0826 300 300, 0826 300 300. Je vais me tourner vers vous, Amaury Brelet. Est-ce que vous pensez au fond que c'est un problème contre lequel on ne peut rien faire ? Est-ce qu'il y a une forme de fatalité ? Parce que chaque été, nous vous voyons à la fois les mêmes problèmes se répéter, ces mêmes embarcations qui prennent le large, qui prennent des risques. Elles sont chaque fois ou presque chaque fois secourues et il y a comme ça une sorte de répétition de situations qui sont à la fois illégales et dangereuses chaque année et particulièrement en été. En tout cas, c'est un constat d'échec évident depuis 30 ans de politique de coopération entre le Royaume-Uni et la France. Les deux pays signent régulièrement des traités, traité du Touquet, traité de Sandhurst qui a été à nouveau prolongé en avril dernier, traité 1 pour 1 qui a été signé par les deux pays il y a un an, en août 2025, qui consistait au Royaume-Uni à renvoyer des clandestins illégaux arrivés chez eux vers la France et en même temps à accueillir des migrants de façon légale depuis notre pays. L'objectif, c'était 2500. Les derniers chiffres qui ont été publiés font état d'un gros millier de migrants échangés de part et d'autre. Donc c'est évidemment un échec. L'idée était de dissuader
les passeurs et les filières criminelles et évidemment surtout les migrants de faire la traversée, ce qui n'est pas arrivé. On a enregistré plus de 40 000 traversées de la Manche l'an passé. Les chiffres sont un peu en baisse depuis le début de l'année, mais ils risquent malheureusement de repartir à la hausse à la faveur de l'été. Donc la vérité, c'est que la frontière entre nos deux pays est une passoire, comme elle l'est d'ailleurs partout ailleurs, et que l'on a beau mettre de l'argent, que l'on a beau mettre des moyens, que l'on a beau renforcer les services de renseignement sur place, notamment pour lutter contre ces filières criminelles, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si l'on ne tarit pas les flux au sud de l'Europe, on continuera à accumuler les stocks au nord de la France. Et aujourd'hui, la situation dans le Calaisis est dramatique. Elle est dramatique pour les migrants, qui sont en effet des victimes exploitées par des criminels et des passeurs qui sont là pour faire du business, y compris au prix du sang. Et puis, je pense évidemment à ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de Français qui, dans le nord, Pas-de-Calais, aujourd'hui subissent aussi les nuisances et même la délinquance liée à la présence de ces milliers de migrants partout disséminés. Donc une fois de plus, c'est un constat d'échec de nos politiques. Céline Benz, vous faites aussi le même constat d'échec avec cette situation qui se reproduit chaque année, ces drames, ces catastrophes, ces traversées de la Manche illégales, parfois ces personnes qui décèdent dans la noyade et cette difficulté à endiguer ce problème. C'est un peu ce que disait Amaury, c'est-à-dire que si ces migrants donc, qui sont là en situation souvent irrégulière voient en le Royaume-Uni une sorte d'Eldorado, c'est que manifestement elles quittent un lieu de misère à l'origine, et souvent cette traversée de la Manche arrive au bout d'un très long parcours. En réalité, c'est des gens qui sont là, qui demeurent dans des conditions, qui sont des conditions épouvantables, des personnes qui voyagent depuis très longtemps, qui ont quitté leur domicile. Bon, si elles sont arrivées effectivement jusqu'à Calais, c'est qu'a priori, elles ont traversé un bon morceau d'Europe de manière irrégulière. Le problème, c'est que là, on arrive à une sorte de goulot d'étranglement où on se dit on va régler le problème entre la France et la Grande-Bretagne. Bon, alors on n'y arrive pas vraiment, c'est-à-dire qu'on sait que depuis le début de l'année 2026, on a entre 14 et 15 000 personnes qui ont procédé ou tenté de procéder à cette traversée, souvent au péril de leur vie, dans des conditions qui sont indescriptibles, avec des personnes affaiblies, etc. Mais si on prend le problème en amont, c'est-à-dire déjà comment elles sont arrivées jusqu'à Calais, et si on le prend encore en amont, quelle situation, quel pays elles ont quitté, pourquoi leur État, peut-être qui est en guerre, pourquoi leur État n'a pas réussi à leur proposer quelque chose qui leur donnait envie de rester chez elles, de faire prospérer leur propre pays. La dernière idée en date qui a été proposée par le parti de Nigel Farage, c'est de dire on va envoyer la Royal Navy pour faire en sorte d'aider les Français qui ne parviennent pas à assurer la sécurité à leurs frontières. Moi, je veux bien, mais est-ce que, premièrement, c'est le travail de la Marine nationale, et deuxièmement, on voit bien que c'est une solution de briquet de broc. Alors, si elle pouvait fonctionner, tant mieux, mais on sait bien que c'est le travail des gardes-côtes, normalement, c'est le travail de la sécurité civile, certainement pas de l'armée, et surtout, le problème, c'est pas là qu'il faut le résoudre, c'est aux frontières de l'Union européenne, premièrement, et si c'est possible, encore en amont, ce qui devrait être le rôle à la fois de la diplomatie, à la fois de nos politiques éventuellement d'accompagnement, de state building, pour faire en sorte d'avoir des États qui soient attractifs, dans lesquels les personnes restent, qu'elles aient envie de bâtir, de construire leur société à elles, et que ça leur fournisse un avenir désirable chez elles. Michaël Sadoun, c'est ça la solution d'abord et avant tout, c'est-à-dire faire de la co-construction, du co-développement, apporter de l'aide aux pays déjà dans leurs propres frontières, c'est ça la solution ? J'y crois pas beaucoup. Je pense que l'Europe, d'abord, n'est plus en situation elle-même d'améliorer sa situation. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit en mesure d'améliorer la situation des autres pays, et notamment des pays les plus pauvres. Et puis... Voilà, l'histoire nous montre qu'on exporte rarement la démocratie, on exporte aussi rarement la prospérité. En général, ces deux choses viennent des forces intérieures d'un pays, de la maturité d'un peuple qui a compris qu'il était arrivé à un certain stade de son histoire, ou pas d'ailleurs. Donc sur la partie, quand est-ce qu'ils arrivent chez nous ? Là, je suis 1 milliard de fois d'accord avec vous. C'est-à-dire que si à un moment ils repartent de nos côtes, c'est qu'à un moment ils y sont arrivés d'une manière ou d'une autre. Donc la première chose, c'est le contrôle. On en parlait sur le sujet précédent, on va aussi en parler ici. Quelque part, sans faire de mauvaises comparaisons, on joue un peu le rôle du Maroc vis-à-vis
de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on a un rôle de rétention. Alors évidemment, on va pas leur faire des menaces comme le Maroc le fait à l'Espagne, mais on a un rôle de rétention, notamment en vertu d'un accord, et il faut en parler, d'un accord inique, qui est l'accord du Touquet de 2003, et qui fait en sorte que la frontière et le contrôle de la frontière reviennent à la France, en échange de subsides du Royaume-Uni qui en fait nous paye, qui sous-traite en fait la gestion de cette frontière. En plus, on le fait très mal parce que voilà, on a un problème d'organisation et de contrôle de nos frontières, mais de manière générale, ça devrait pas être à la France de régler ça. Donc moi je pense que la solution c'est évidemment de lutter contre les passeurs. Ça a déjà été fait, visiblement je crois qu'il y a 500 passeurs qui ont été arrêtés sur les 2 dernières années grâce à la coopération franco-britannique, c'est tant mieux. Il y a, je crois, 40 000 passages aussi qui ont été évités ces 2 dernières années sous le dernier gouvernement britannique grâce à la coopération franco-britannique. C'est très bien. Mais la solution number one, c'est que la France ferme ses frontières. Je ne sais pas vous dire autre chose. Ça peut avoir l'air simpliste, ça peut avoir l'air débile, mais c'est l'unique solution pour moi. Mais Mickaël Sadoun, que la France ferme ses frontières, ça voudrait dire sortir de Schengen. Parce que vous savez que la France a délégué une partie de sa souveraineté et de ses frontières justement à l'espace Schengen qui est devenu le nouvel espace de la frontière supranationale, mais en tout cas qui entoure l'Europe. La France, aujourd'hui, a des frontières qui sont davantage européennes, en tout cas au sein de l'Europe. Oui, pour moi c'est une grande bêtise, mais vous savez que légalement, on a déjà le droit de suspendre Schengen jusqu'à 2 ans pour des raisons d'absence de contrôle migratoire, etc. L'Allemagne l'avait déjà fait, je crois, il y a 3 ou 4 ans dans les Länder de l'Est, parce qu'il y avait un manque de contrôle des pays qui étaient plus à l'est de l'Allemagne. Giorgia Meloni a annoncé, elle aussi, qu'elle voulait suspendre Schengen vis-à-vis de ce qui s'est passé en Espagne et de la régularisation massive annoncée par Pedro Sanchez. Donc, la France serait en mesure de le faire aussi dès aujourd'hui. Alors après, il faudrait le prolonger dans le temps, mais pour moi, oui, le fait de retrouver de la sécurité et un contrôle migratoire ne passera que par le détricotage de l'Europe. C'est hyper important. Il faut que l'Europe s'affaiblisse. Parce que si l'Europe est faible, nous serons plus forts. Désolé de le dire comme ça. Je sais que je fais exprès d'utiliser un slogan un peu choc. Non, mais c'est intéressant. Écoutez, vous avez votre point de vue. Mais manifestement, c'est pas exactement celui d'Amaury Brelet qui, il y a encore quelques minutes, nous disait qu'il faut plus d'Europe. Amaury Brelet, expliquez-nous. Vous êtes d'accord avec cette idée de Mickaël Sadoun qui considère qu'il faut rétablir les frontières en France et sortir de l'espace Schengen? Parce que c'est quand même, ça rentre en contradiction avec ce que nous disiez tout à l'heure. On vous posait la question de savoir s'il fallait plus ou moins d'Europe pour régler ce problème de la crise migratoire, et vous nous disiez que ça passerait par un meilleur développement et de la solidarité entre les pays européens. Alors, nulle contradiction. J'ai justement rappelé que la fin des frontières nationales devait coïncider avec la sécurisation des frontières extérieures, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce qui n'a d'ailleurs jamais existé. C'est bien pour cela que tant que les frontières, notamment au sud de l'Europe, ne seront pas sûres, oui, il faut suspendre l'espace Schengen pour la France. C'est tout. Et on peut le faire de façon tout à fait dérogatoire, ça existe. Et puis, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui empêche la France, pays fondateur de l'Union européenne, poids lourd en Europe avec l'Allemagne, de décider unilatéralement de suspendre Schengen? Qu'est-ce qui va se passer? Madame van der Leyen va s'énerver, elle va nous imposer une amende? Donc non. Donc si demain la France, si Marine Le Pen, au lendemain de son élection à l'Élysée, si jamais elle était élue, parce que c'est la seule qui veut sérieusement lutter contre l'immigration illégale en France, décide que la France se retire de Schengen, et ben la France se retirera de Schengen. Voilà comment ça se passera. Bravo. Et c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs depuis 20 ans, que chaque pays en Europe décide finalement de faire comme il veut avec les réglementations européennes, le fait, et il ne se passe pas grand-chose. Ou au pire, on vous impose des amendes, on les paiera, les amendes, de toute façon, on en paie déjà tellement, donc c'est pas un sujet. Non, vous l'avez dit, moi je pense au contraire de vous, que la solution elle est à la fois nationale, dans notamment la question du droit d'asile, de l'immigration familiale, etc., mais aussi la solution est européenne. De fait, il faut que nous puissions, à l'échelle continentale, sécuriser nos frontières extérieures. C'est le point de vue de Mickaël Sadoun et Amaury Brelet. La France doit reprendre le contrôle de ses frontières. Restez avec nous, il est 11h14 et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On parlera de ces compagnies pétrolières qui s'en mettent plein les fouilles pendant que les prix de l'essence augmentent. Faut-il les taxer plus? Faut-il les taxer plus? Donnez-nous votre avis, appelez-nous 0826 300 300, 0826 300. On attend votre point de vue sur la question. À tout de suite sur Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été.
Noémie Aliwa. Et on est de retour sur Sud Radio avec nos 3 débatteurs chevronnés, enflammés, Mickaël Sadoun, Amaury Brelet et Céline Benz. Et pour cette dernière partie de l'émission, on reviendra sur ce sujet, cet autre sujet, ce 3e sujet. Les grands groupes gagnent-ils trop d'argent pendant que les automobilistes paient la facture? Aux États-Unis, une scène a surpris. Donald Trump s'en est pris directement aux géants du pétrole, pourtant d'ordinaire plutôt ses amis, leur reprochant de faire trop de bénéfices alors que les prix à la pompe restent très élevés. Le président américain leur lance un message clair: faites baisser les prix maintenant, maintenant. Pour lui, les compagnies pétrolières doivent faire un effort et redonner une partie de leur profit aux consommateurs. Une sortie qui relance un vieux débat, vieux comme le pétrole. Quand les prix augmentent, qui doit payer? Les groupes pétroliers répondent que le prix de l'essence dépend surtout du marché mondial, du cours du brut et des tensions internationales. Mais les critiques accusent ces grandes entreprises de profiter des crises pour augmenter leurs bénéfices pendant que les automobilistes voient la facture grimper. Alors la question se pose, les pétroliers profitent-ils des crises pour s'enrichir? Pour certains, les grands groupes doivent faire preuve d'un petit geste quand le pouvoir d'achat des consommateurs est sous pression. Et pour d'autres, il est tout à fait injuste de désigner les entreprises responsables des prix qu'elle ne contrôle pas totalement. Amis auditeurs, vous en pensez quoi quand vous voyez le prix de l'essence augmenter? Est-ce que vous avez le sentiment que les grandes compagnies s'en mettent plein les fouilles, qu'elles profitent de la situation? Est-ce qu'il faut davantage, par exemple, encadrer les profits des grandes entreprises quand les consommateurs sont en difficulté? Appelez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, votre avis, votre point de vue, 0826 300 300, 0826 300 300. Et je vous ai vu réagir, Mickaël Sadoun, lorsque j'ai présenté ce sujet, vous étiez déjà en train de défendre, je cite, ceux qui semblent attaquer, à savoir ces grandes compagnies qui font beaucoup de bénéfices. Vous voulez dire que vous défendez le grand capital. Le grand capital. Expliquez-nous. Méchant capitaliste. Expliquez-nous. Écoutez, la première chose d'abord, c'est que le prix du pétrole sur les marchés financiers n'est pas décidé par les compagnies pétrolières. Le résultat, comme toutes les actions, les obligations, les matières premières, d'une interaction entre l'offre et la demande. Donc, c'est pas Patrick Pouyanné qui décide de est-ce que le pétrole est cher ou pas. Le pétrole est cher parce que on connaît la situation en Iran, que l'Iran est un grand exportateur de pétrole, qu'il y a 20% du pétrole mondial qui transite par le détroit d'Ormuz, donc que ça complexifie les échanges. Et quand il y a plus de rareté, c'est comme ça, c'est une loi du marché, le prix augmente. Après, les compagnies pétrolières, elles n'ont pas vocation à faire le bien de l'humanité. Elles ont vocation à gagner de l'argent, comme toute entreprise. C'est normal, c'est ce que Milton Friedman disait dans un article de 78. Il faut que les entreprises soient d'abord intéressées par leurs profits. Elles n'ont pas vocation à être bienfaitrices de l'humanité. Donc, est-ce qu'elles tirent partie de tout ça? Évidemment, elles sont expertes de ce marché. Donc, elles font des opérations financières, en plus de ce qu'elles vendent, qui leur permettent de gagner de l'argent sur les marchés financiers. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que j'entendais une interview de Patrick Pouyanné, à l'époque où le pétrole était un petit peu moins haut qu'aujourd'hui, et il disait, écoutez, le prix moyen à la pompe est de 1,70 € aujourd'hui en France sur du samplon 95 ou samplon 98, je ne sais plus lequel des deux il parlait. Il disait, sur les 1,70 €, il y a 70 centimes qui vient dans la poche de Total et il y a 1 € qui va dans la poche de l'État. Donc si les dirigeants de par le monde, je ne parle pas de Donald Trump parce que je ne connais pas la situation fiscale des États-Unis sur les produits pétroliers qui doivent évidemment pas être la même que la nôtre. Mais si les dirigeants de par le monde étaient intéressés par le fait de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, je pense que la première solution serait de baisser les taxes, la TICPE et la TVA sur la TICPE. C'est la première solution pour moi. Mais se tourner vers les compagnies pétrolières qui sont en fait les productrices de ces biens dont tout le monde raffole et dont l'économie se nourrit, je trouve que c'est un peu injuste et un peu grotesque. Amaury Brelet, il faut baisser les taxes, c'est ça la solution? Ah oui, il faut évidemment baisser les taxes. Ça n'est pas Total qui se gave, c'est l'État qui se gave sur le dos des Français, avec la moitié du prix à la pompe qui lui termine dans les fouilles, pour vous citer. Donc tout cela pour en faire quoi d'ailleurs? La gabegie financière, la gabegie budgétaire, enfin je veux dire 1300 milliards d'euros de dettes ajoutées depuis 10 ans de Macronie. Bon, tout le monde on le sait, c'est une catastrophe. Non, moi j'en ai surtout marre de ce Total bashing. C'est-à-dire Total aujourd'hui est un grand groupe, c'est l'un des derniers grands fleurons industriels français qui paye 25 milliards d'euros d'impôts chaque année dans le monde. Alors beaucoup moins en France parce qu'évidemment il n'y a pas ou très très peu de pétrole en France. Ça n'est pas une surprise. Donc non, c'est insupportable cette façon de s'en prendre à ces grands groupes qui
qui font la réputation de la France dans le monde, qui permettent d'alimenter notre économie. Il y a 100 000 employés dans cette entreprise, dont un tiers en France. Donc ce sont des emplois directs en France qui permettent à beaucoup de familles de vivre et de survivre. Donc voir aujourd'hui l'extrême gauche, parce que c'est quand même l'extrême gauche aujourd'hui, qui s'en prend à Total et à d'autres grands groupes de façon totalement démagogique, idéologique et même marxiste, parce qu'on est là dans la lutte des classes, évidemment. C'est absolument scandaleux, c'est démagogique. Est-ce qu'il n'y a que des marxistes véritablement qui sont capables de critiquer cette idée qui fait, rappelons-le, que Donald Trump n'est pas vraiment un grand marxiste. Il y a aussi un certain nombre de Français qui vont remplir l'essence dans leur voiture et qui voient des prix augmenter et qui voient parallèlement aussi des entreprises faire des profits qui sont très importants et qui se disent qu'à un moment donné, peut-être, quand dans une situation de pression maximale sur la population, peut-être qu'il faudrait parfois faire un effort. Alors moi j'ai tendance à penser que l'écrasante majorité des Français sont des socialistes dans l'âme sans même forcément le savoir. Et par ailleurs, en grande partie désinformés, là aussi par des médias. Je veux dire, Total, on l'a dit, il n'y a pas de pétrole en France. Total paie énormément d'impôts dans le monde, respecte toutes les réglementations. Il y a des accords qui sont conclus avec les pays producteurs. Ils sont même plus vertueux que les autres grandes entreprises pétrolières. Et qui ont d'ailleurs fait beaucoup, puisqu'ils ont plafonné, ils n'étaient pas obligés de le faire, ils ont plafonné eux-mêmes les prix à la pompe. C'est un geste qui a été fait par Total. Et à côté, le gouvernement n'a quasiment rien fait. Donc c'est au gouvernement d'agir aujourd'hui pour baisser les prix à la pompe en diminuant drastiquement les taxes. Évidemment, cela représente des milliards d'euros. Et donc cela suppose de faire des économies ailleurs. On en revient au même problème général, c'est-à-dire un État en France totalement socialiste et qui mène une politique socialiste depuis 50 ans et qui est incapable de gérer son budget. Céline Ben, c'est à l'État de baisser les taxes. Est-ce que vous pensez, comme Mickaël Sadoun et Amaury Brelet, que c'est davantage à l'État de faire un effort qu'aux entreprises qui produisent ce bien si cher, si rare et si demandé ? Alors, là où je rejoins messieurs et où je suis complètement d'accord avec eux, c'est qu'à l'origine, tout ça est bien une affaire d'État. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'on est dans un conflit entre États que les prix, à l'origine, se sont envolés. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, Amaury. Donc, moi, je trouve que le président des États-Unis d'Amérique a beau jeu de s'en prendre à ExxonMobil et à Chevron en disant que les profits sont complètement inadmissibles, ce qui est quand même une sorte de populisme crasse, parce qu'on sait bien combien le ménage américain est dépendant de sa voiture dans un pays qui est extrêmement étendu, avec des distances considérables à parcourir, et donc qui a besoin d'accéder à un pétrole à un tarif abordable. En même temps, c'est ce même président des États-Unis d'Amérique qui s'est engagé dans cette guerre contre l'Iran, contre quand même une partie à la fois de son appareil et de son opinion publique, et qui aujourd'hui est quand même un peu embourbé dans cette histoire-là. Donc qu'est-ce que je fais ? Je suis à l'origine d'une guerre et je m'aperçois qu'elle devient impopulaire. En conséquence, pour essayer de calmer la situation politique intérieure, je désigne des responsables qui finalement, sont dans une situation qui leur est profitable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il va se passer, parce que le marché est ainsi fait qu'il s'adapte, et c'est heureux, il va se passer une situation de diversification. Si vous avez vu ça passer il y a environ une semaine, on apprend que l'Inde, qui a des réserves pétrolières considérables, va se lancer dans une extraction pétrolière d'ampleur. En France, on est dans une situation où on n'a pas forcément de pétrole, mais on a des idées, et donc on se dit, mais on a probablement une solution qui est intéressante au plan énergétique, c'est qu'on sait qu'on est très leader en matière d'une énergie décarbonée, qui est le nucléaire. Bon, est-ce que c'est pas l'occasion pour nous de se réinterroger sur la façon dont on rénove notre parc de centrales, dont on sanctuarise notre autonomie sur ce plan-là, et par ailleurs, on sait que c'est quelque chose qui nous est tout à fait profitable dans la mesure où on vend également de l'énergie nucléaire à d'autres pays européens.
Donc, il est possible de se lancer dans un mix plus diversifié, de laisser une plus grande marge pour le nucléaire. Cela dit, ça ne se fait pas en un jour. Ça, c'est une certitude de revoir une politique économique, et surtout qu'elle n'a pas été revue en profondeur depuis les grands plans centrales des années 70. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc, c'est pas exactement les mêmes postes de l'économie qui sont nourris. Si on parle du mix énergétique, on parle du mix électrique. Oui, tout à fait. Quand on parle de l'essence, alors, sauf à parler de l'électrification du parc de véhicules, en effet. Et d'ailleurs... en effet, c'est une marche longue, quoi. C'est-à-dire que les Français ne sont pas encore équipés en véhicules électriques majoritairement, de la même manière que les autres habitants dans les pays occidentaux. Donc, le sujet du pétrole est un peu, je dirais, autre que le sujet du nucléaire. Le sujet du pétrole est un sujet immédiat. C'est-à-dire que c'est un sujet immédiat. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, effectivement, on voit que Total, entre autres, a fait un certain nombre d'efforts. Et c'est tant mieux. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut entendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de ménages en France qui sont vraiment dans la difficulté. Et si vous regardez en particulier le monde rural, la dépendance à la voiture est totale. Ou en tout cas, elle est très importante, avec des distances, encore une fois, qui sont importantes. Vous êtes infirmière libérale dans le monde rural. Je donne cet exemple. Vous dépendez de votre voiture. Et vous êtes bien obligé d'aller vous approvisionner à la pompe, et on peut comprendre qu'à un moment donné, il y ait une forme de ras-le-bol, et de dire c'est pas grave, les Français sont socialistes, l'État est socialiste, et puis on n'a qu'à baisser. Oui, mais attendez, dans un État qui a 3350 milliards de dettes, la solution aujourd'hui pour boucler le budget, qui sera de toute façon un grand objet de débat cet automne, c'est à mon avis pas de se dire je vais commencer par couper là. Il y a peut-être d'autres postes de dépenses qu'on pourrait couper, mais je suis pas sûr que la fiscalité sur le pétrole, notamment sur la TICPE, ce soit le premier poste dans lequel taper. Voilà. Je crois qu'il y a déjà eu des aides ciblées aussi de l'État. Sur les postes, notamment sur l'agriculture, par exemple. Sur les pêcheurs, il y en a eu. Voilà, exactement. Il y a des aides ciblées, donc faut pas donner l'impression non plus. J'adore taper sur la Macronie, mais je veux pas donner l'impression qu'ils font totalement rien sur ce sujet-là. Ils ont fait un petit peu. Moi, pour revenir sur les entreprises sont les grands méchants, il faut que les gens comprennent aussi que le bénéfice des entreprises, qu'elles réalisent actuellement, il est complètement exclusif. Le baril de Brent, il est monté à $100, c'est exclusif. Il va évidemment redescendre après les tensions en Iran. Le profit de Total Energy, il est monté de 67% en un an là au deuxième trimestre. Mais c'est des situations exclusives, et comprenez que quand Total Energy perd de l'argent, c'est pas l'État qui compense. Les pétroliers profitent-ils des crises pour s'enrichir ? Manifestement, Mickaël Sadoun n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Appelez-nous. Est-ce que vous avez un avis, un point de vue, un coup de gueule, un coup de cœur ? D'ailleurs, ce sera aussi l'occasion dans quelques instants de revenir sur les coups de gueule et les coups de cœur de nos 3 chroniqueurs. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Par 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et on est de retour sur Sud Radio, il est 11h32 avec nos chroniqueurs qui continuent de débattre pendant l'émission, en dehors de l'émission, Céline Benz, Amaury Brelet, Mickaël Sadoun. Toujours. Et on se posait cette question, les pétroliers profitent-ils des crises pour s'enrichir ? Faut-il davantage les taxer ? Que proposer pour faire en sorte d'accompagner et d'aider tous ceux qui se retrouvent avec des prix qui sont exorbitants actuellement lorsqu'ils vont tout simplement pour leur voiture, lorsqu'ils vont mettre de l'essence dans leur voiture. Que proposer, Amaury Brelet ? Baisser les taxes. Concernant les carburants, c'est une évidence. Et globalement, baisser les impôts et le niveau d'imposition partout où c'est possible en France. La France fait partie des champions du monde en matière de prélèvements obligatoires. Évidemment, tout cela pèse sur l'économie, sur la croissance. On a une croissance qui est quasiment à zéro. Donc c'est évidemment dramatique. Et c'était la conséquence, il faut le rappeler, du poids dans notre pays de l'État et de la dépense publique. Nous avons un taux de dépense publique en France qui est supérieur à celui de la Chine communiste. Voilà. Donc il faut réformer l'État en France. Il faut réformer nos systèmes sociaux. 400 milliards d'euros qui partent chaque année dans les retraites, les retraites des boomers qui ont cotisé 2 fois moins qu'ils ne touchent. Donc il faut évidemment toucher à cela. Il faut réformer notre système de santé qui confine à l'irresponsabilité, qui fait croire aux Français que tout est gratuit, alors qu'évidemment tout cela nous coûte des sommes folles. Je le rappelle,
depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, c'est 1300 milliards d'euros ajoutés à la dette. Il n'y a pas eu un budget en équilibre dans notre pays depuis 1974. Vous êtes très nombreux à nous appeler d'ailleurs à l'antenne, amis auditeurs, pour réagir. Vous avez manifestement, beaucoup d'entre vous en tout cas, ont un point de vue sur la question. 0826 300 300, 0826 300 300, pour réagir à notre débat, passer un coup de gueule, un coup de cœur. Et justement, Olivier, vous venez de nous appeler. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bonjour, vous nous appelez de Melun, c'est ça ? Absolument. Alors vous, je crois que vous partagez plus ou moins l'avis d'Amaury Brelet, c'est-à-dire que la solution serait peut-être de baisser les taxes. Expliquez-nous. Alors, je trouve l'analyse assez fine. Tout ce qui a été dit de par ce monsieur, j'adhère totalement. Je voulais rapporter ma petite pierre à l'édifice en posant un petit coup de gueule contre tous les gens qui disent qu'il faudrait qu'on taxe Total, en rappelant ce qui a été dit tout à l'heure. 10% du chiffre d'affaires de Total est fait en France. Sauf que quand vous écoutez les gens de gauche qui disent que Total devrait faire un effort massif, il devrait faire un effort massif à hauteur de tout son chiffre d'affaires mondial, mais que pour la France. Et ça, c'est un comportement de supra-capitaliste. 10% du chiffre d'affaires fait en France, on prend les bénéfices de Total surplus cette année, on les divise par 10, on en laisse 10 pour la France, on en distribue 90 aux tous les autres pays où les pauvres gens qui peinent à payer leur pétrole doivent récupérer une partie de la manne. Mais quand vous écoutez les gens de gauche de mon pays, ils récupèrent la totalité du bénéfice. Ça, si c'est pas du capitalisme à la Trump, je sais pas ce que c'est. Et ça me fait rire. Après 80% du prix du pétrole, enfin de l'essence en France, c'est la taxe de l'État. Donc on pourrait aussi râler au niveau de l'État, ce qui est en train d'être fait sur ce plateau. Et pour élargir un peu le débat, si on avait des écologistes qui soient de vrais écologistes, et pas des pignoufs, je suis désolé, je les supporte pas, parce que imposer des éoliennes partout sans imposer que la filière soit européenne, c'est un non-sens, même si ça avait pris 10 ans, je trouve ça complètement stupide. Et donc l'énergie, c'est un concept global. Quand notre électricité est partie en flèche parce qu'il nous manquait une centrale nucléaire, Fessenheim, qui a été fermée alors qu'elle était toute neuve, plus d'autres centrales qui n'étaient pas en rénovation parce qu'on avait bloqué les trucs pour faire plaisir aux écologistes, et qu'on se retrouve à payer 10 fois plus d'électricité, ça laisse moins d'argent pour payer un petit surplus le jour où l'Iran se fait envahir et qu'on a un prix du pétrole qui augmente pendant 5 mois. Tout ça, c'est lié. Mais si on avait des gens sérieux qui s'occupent du problème, on aurait peut-être des réflexions plus intéressantes et on serait peut-être pas tout à fait dans le même état, même si le problème de l'énergie est que c'est une dépense contrainte et que on est pieds et poings liés avec les gens qui possèdent le produit. Céline Benz, vous vouliez réagir ? Oui, merci monsieur, parce que c'est, je partage complètement votre avis, et notamment en ce qui concerne le fait que l'énergie, ça se réfléchit globalement avec les différents modes d'approvisionnement et pas exclusivement à l'échelle du pétrole. Par ailleurs, il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent sur le contexte. Donc, on a beaucoup parlé des conséquences d'Ormuz et de l'Iran sur l'inflation récente des cours du pétrole, mais il y a un autre sujet, c'est que la Russie, qui est quand même un important producteur de pétrole et un important exportateur, est complètement sorti du jeu, et puis de gaz par ailleurs, est complètement sorti du jeu pour les Européens au regard de la situation actuelle. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de double guerre et de double difficulté sur nos approvisionnements extérieurs. Alors la France en était moins dépendante que d'autres États européens, mais effectivement, comme c'est une réflexion globale, ça pose de sérieuses difficultés. Et pour terminer, les États-Unis et le Canada, eux-mêmes pour leur marché intérieur, donc n'ont pas exactement la même réflexion que nous, dans la mesure où ils disposent d'hydrocarbures dans leur sous-sol. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on se concentre sur le nucléaire en ce qui nous concerne, parce que c'est notre vrai avantage comparatif. C'est notre vrai avantage comparatif et c'est notre vraie assurance de souveraineté. Merci Céline, merci Olivier. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir. Manifestement, vous avez des choses à dire sur cette question. Merci Olivier. N'hésitez pas d'ailleurs. Je rappelle le numéro du standard 0826 300 300, 0826 300 300. Et parmi vous, Gilles qui vient nous appeler. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Biarritz, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue sur le sujet ? Vous êtes aussi plutôt en défense des pétroliers, si j'ai bien compris ? Alors, en défense, oui et non, c'est pas forcément en défense, mais évidemment qu'ils font des profits à chaque fois qu'il y a un conflit, une hausse des prix. Mais il y a aussi énormément de matières premières, énormément de produits transformés qui augmentent quand il y a des conflits. Parfois en raison particulière, parce qu'ils sont pas tous menacés de pénurie.
C'est des marchés où il y a énormément d'intermédiation, donc il y a plein de gens invisibles et inconnus du grand public qui en profitent allègrement. En France, on a souvent tendance à montrer du doigt en premier lieu les pétroliers, déjà parce qu'on en est dépendant et on ne produit pas, et en plus parce que assez habilement, depuis plusieurs décennies, l'État ponctionneur et ses défenseurs ont tendance à montrer du doigt les profits des pétroliers en premier, en faisant à chaque fois oublier qu'il y a quand même la TICPE plus la TVA et un impôt sur l'impôt, et que le premier profiteur de guerre, c'est quand même l'État, c'est quand même Bercy. Et après, on entend, bah oui, mais on peut pas baisser ces taxes-là parce qu'on en a trop besoin, on est en déficit, en surdéficit, etc., etc. Donc, on les baissera jamais. Mais le premier profiteur de guerre, c'est quand même le Trésor public. Et on en finit à avoir des situations ubuesques où on dit oui, mais on va aider les agriculteurs, les marins pêcheurs, etc., etc. On va même faire des chèques énergie, ce qui est quand même assez drôlatique, puisqu'on va prêter de l'argent aux gens pour payer leurs impôts, donc on va leur prêter leur propre argent pour payer les taxes, ce qui est quand même hallucinant, et ce qui est quand même un signe d'effondrement de l'État et de crétinisation presque, j'ai envie de dire, je suis désolé, de l'opinion publique pour accepter ça, parce que c'est quand même incroyable. Donc à chaque fois, on a les plateaux télé et radio qui sont envahis de gens qui vont nous expliquer que Total, etc., etc. Et au final, on fait quand même 75% de plein de taxes quand on va à la pompe. Et ça, c'est un revenu sacro-saint auquel on peut pas toucher parce que ça rapporte tellement et on est tellement dans la mouise au niveau des comptes qu'on peut pas y toucher. Donc si je résume, Gilles, vous êtes plutôt d'accord avec Mickaël Sadoun et Amaury Brelet, baisse des taxes de l'État. Baisse des taxes de l'État, baisse des dépenses de l'État, et ce débat-là, il aura pas lieu. Donc, moi, la campagne, j'y ai vécu, je travaille dans l'immobilier, mais dans une autre vie, j'étais gérant de centre équestre. Il y a tout un tas de gens à la campagne qui bénéficient pas d'aide ciblée, où on leur prête pas leur propre argent pour payer des taxes. Il y a énormément de particuliers, il y a pas mal de précarité dans les campagnes, et ça, c'est des voix un peu silencieuses. Et le problème, c'est que quelle que soit l'opinion politique, finalement, dans un pays où même la droite est socialiste, on ne touchera pas à ça. Et ceux qui sont plus pragmatiques et qui disent c'est quand même un petit peu scandaleux, vous disent tout de suite après, oui, on le sait bien, mais hélas, on peut rien faire parce qu'on a trop besoin d'argent. Donc ça va continuer. À chaque fois qu'il y aura un conflit, ça va augmenter. À chaque fois, on dira les pétroliers, c'est des profiteurs de guerre. Et au final, on va finir. Ça changera jamais. Ces crises-là, moi, je les connais depuis que je suis gamin. J'ai 47 ans. Ouais. Bah écoutez, c'était intéressant. Merci beaucoup Gilles, merci pour votre point de vue. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir au 0826 300 300, 0826 300 300. Et parmi vous, il y a Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous. Bonjour Philippe, vous nous appelez de Corrèze, c'est ça ? Oui. Et vous aussi, vous partagez le point de vue qui vient plus ou moins d'être exprimé ? Oui, tout ce qui a été argumenté en faveur des baisses des taxes de l'État me convient parfaitement. Mais moi, j'ai une autre solution pour Total. Et je suis très étonné que personne n'en parle jamais. J'ai entendu vos interlocuteurs dire qu'on n'avait pas de pétrole en France. C'est faux. Nous avons, entre disons qu'on n'est pas l'un des principaux producteurs. Nous avons des îles qui s'appellent les îles éparses, qui nous appartiennent, des toutes petites îles qui sont occupées de temps en temps par des gendarmes pour montrer que la République française est chez elle. Et autour, nous avons une zone économique exclusive qui est plus grande que la France, 640 000 km². Il y a des sondages qui ont été faits, très sérieux, par des sociétés américaines notamment. On est assis sur des réserves de pétrole énormes, 12 milliards de barils, 5 milliards de mètres cubes de gaz. Mais on veut pas aller les chercher. Alors vous savez ce qui va se passer ? À un moment, le gouvernement français voulait rendre ces îles à Madagascar. Quand les Malgaches les auront sous la coupe des Russes ou des Chinois, eux ils vont venir mettre des plateformes. Parce que les Norvégiens qu'on admire et tout, qui ont un fonds souverain monumental, eux ils sont allés chercher leurs propres ressources. Pourquoi on n'y va pas nous ? Ça fait 20 ans qu'on aurait dû y aller. D'accord, écoutez Philippe, on a entendu votre point de vue, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir au 0826 300 300, 0826 300 300 au standard Sud Radio. Hakim, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Hakim, vous nous appelez de Paris, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors pour vous, il faut faire des calculs, c'est ça ?
Ah oui, alors attendez, moi je suis très content de passer à l'antenne et d'avoir vos experts, parce que j'ai l'impression que ce sont des pros pétroliers, c'est leur droit, je ne sais pas s'ils ont des liens avec eux. Alors je tiens quand même à préciser quelque chose. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on protège les grandes entreprises françaises. Mais tous, qu'on arrête de taper sur Total, qu'on arrête de taper sur LVMH, qu'on arrête de taper sur les belles entreprises où on est en train de les vendre. Ça, nous sommes bien d'accord, je suis nationaliste de ce côté-là. Et j'aime beaucoup Total, parce qu'on se mette bien d'accord, ce sont de belles stations, c'est agréable, et quand on s'arrête sur les autoroutes, j'ai une préférence pour Total. Voilà, que les choses soient claires, je n'ai rien contre eux. Par contre, j'aimerais bien que nos experts nous expliquent quelque chose que tous les Français veulent savoir. Pourquoi ça baisse, quand le pétrole baisse, il met 15-20 jours, et pourquoi quand il augmente, c'est tout de suite? Alors, qu'on nous explique, aujourd'hui, on va dire un exemple. Aujourd'hui, le pétrole, il a 70 € le dollar ou le euro ou le baril, le dollar. D'accord? On a dit qu'il était à 70 en moyenne. Ok, c'est-à-dire que là, toutes nos réserves que nous avons en France, on l'a acheté à 1,70. Sans compter les pétroliers qui sont en chemin. Nous sommes d'accord. Ensuite, dès qu'il y a une guerre, au bout de 2 jours, ça augmente de 20-30%. Alors qu'on nous explique pourquoi les bateaux qui sont en chemin et ceux qu'on a achetés à 170 montent carrément à 2 €, 2,20 €. Et j'aimerais bien qu'on nous explique ça. Voilà. Alors, mais écoutez. Alors, j'ai pas tout à fait compris, Noémie, parce que désolé, le son est pas. Mais... C'était une question intéressante. Alors, écoutez, on va partir en pause. On revient tout de suite, justement. Voilà, moment de tension, transition parfaite. On revient tout de suite. Hakim, restez bien avec nous. Vous allez pouvoir développer vos propos et surtout les débatteurs à qui vous posez ces questions vont pouvoir vous répondre. Tout ça, c'est dans quelques instants sur Sud Radio. Et puis, si vous voulez réagir aussi, n'hésitez pas. Participez à la conversation avec Hakim, avec nos chroniqueurs sur cette question des revenus des industries pétrolières. Faut-il les taxer? Est-ce que c'est à l'État, au contraire, de faire baisser les charges? Appelez-nous 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et on est de retour sur Sud Radio avec nos 3 chroniqueurs qui sont chevronnés, enflammés. Céline Benz, Amaury Brelet, Mickaël Sadoun. Et puis Hakim qui est avec nous de Paris. Bonjour Hakim, vous êtes toujours là? Toujours là. Alors, j'ai enlevé le haut-parleur, comme ça fonctionne bien. Voilà, on vous entend beaucoup mieux. Alors vous nous dites qu'il faut faire des calculs et vous vouliez poser des questions à nos chroniqueurs. Allez-y, on vous écoute. Alors c'est la question que tous les Français se posent. C'est pourquoi, alors comme je vous ai dit, nous avons une réserve de pétrole et quand ils achètent, admettons, il est à 70 €, 70 $, le baril. Nous sommes d'accord. Ce qui fait que, grosso modo, je suis pas un expert, je travaille dans le bâtiment, je n'ai pas fait les larmes. Ce qui fait que, pourquoi dès qu'il y a une guerre, le pétrole que nous avons déjà acheté, qui est sur place, sans compter celui qui est en route, il augmente d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on se retrouve à la pompe à payer 30 voire 40 centimes maximum, et quand il baisse, il met 15-20 jours. Pourquoi ce ne serait pas l'équivalent? On se met une moyenne, c'est-à-dire il augmente aujourd'hui, on a comme des réserves, les pétroliers l'ont acheté à un certain prix, pourquoi tout de suite ils augmentent? C'est pour ça qu'on leur en veut en fin de compte. C'est tout de suite ils augmentent le prix. Par contre, dès que le baril a baissé, ils mettent du temps à le baisser. Alors expliquez-nous le pourquoi, le trajet, la chronologie exactement. Dès que le tanker est chargé et plein, le temps qu'il arrive, ça met combien de jours? 15 jours, un mois, et nous expliquer pourquoi ça ne baisse pas aussi vite que ça a augmenté au bout de 2 jours, alors que nous avons acheté, comme je vous ai dit, 70 ou 75 € le baril. Merci beaucoup, Hakim, pour votre question, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent exactement cette question assez technique. Et on va se tourner peut-être vers Mickaël Sadoun. Vous avez une réponse à donner à Hakim? Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. La première chose, Hakim, et moi je le disais tout à l'heure, la mission d'une entreprise, c'est pas d'être bienfaiteur de l'humanité. Donc, s'il y a des petites roublardises que vous dénoncez et qui sont des petits décalages de calendrier qui permettent à Total Energy de faire un peu plus de profit, j'ai envie de vous dire d'abord, c'est un petit peu normal. La deuxième chose d'abord, c'est que les marchés financiers anticipent des hausses. Donc c'est pas seulement le prix à un instant donné qui influence le cours je dirais de l'essence que vous prenez à la station, c'est aussi l'anticipation de marché. Donc vous voyez, dès qu'il y a un événement qui se produit en Iran, vous parliez de l'essence qui est déjà sortie du détroit d'Ormuz, en fait il vaut déjà plus cher parce que les anticipations de marché prévoient que ce produit-là, qui est en train de transiter vers la France, en fait il vaut plus cher que le prix auquel on l'a acheté. Ensuite, vous pensez qu'il y a des réserves, il n'y en a pas tellement. Les stations essence, vous savez, quand elles achètent de l'essence, elles l'achètent à un certain prix et donc elles doivent l'écouler conséquemment à ce prix-là. Par contre, quand le pétrole rebaisse, elle doit encore écouler les stocks qu'elle a, donc évidemment ça rebaisse pas tout de suite après, vous voyez ce que je veux dire. Donc en effet, vous avez raison, il y a un décalage dans le calendrier, mais il peut s'expliquer par le fait que Total Energy, d'abord, a le droit de faire du profit.
a le droit de faire du profit par les anticipations de marché et par, je vous dis, ce truc un peu logistique qui fait que quand le prix baisse, on a encore un petit peu de pétrole, donc on l'écoule au prix où on l'a acheté. Voilà. Merci beaucoup Hakim pour votre question. En tout cas, je suis sûre qu'elle aura intéressé votre réponse aussi, Mickaël Sadoun. Elle aura intéressé beaucoup d'auditeurs qui se posaient exactement cette question donc sur les revenus des compagnies pétrolières. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ça augmente ? Pourquoi le prix de l'essence augmente et baisse aussi facilement ? Merci beaucoup. Merci Hakim de nous avoir appelés. Et tout de suite, on passe au coup de gueule et au coup de cœur de nos chroniqueurs. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Alors, Amaury Brelet, vous avez un coup de gueule, c'est ça ? Un coup de gueule contre le projet scandaleux de Madame Gaëlle Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, de démolir le pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, qui est un édifice qui date du 19e siècle, en pierre de taille, superbe, historique, qui fait face à la Seine. L'idée étant de le remplacer, de le détruire de fond en comble et de le remplacer par une horreur en verre, tout en verre, avec d'immenses cylindres. J'invite d'ailleurs nos amis auditeurs à aller sur les réseaux sociaux et sur Internet pour aller voir les images du projet. C'est une horreur qui défigurera évidemment le bord de Seine. C'est un projet qui coûte une fortune, plus de 50 millions d'euros, alors que l'État est censé faire des économies. C'est un projet par ailleurs qui ne respecte ni le site patrimonial remarquable du 7e arrondissement de Paris, ni le bien UNESCO des rives de la Seine, qui est inscrit au patrimoine mondial, ni l'avis de la commission du Vieux-Paris qui s'est opposée fermement et unanimement à ce projet. Donc il est temps encore de mettre fin à cette funeste entreprise, dont je précise que des députés RN, que Ségolène Royal, ancienne ministre socialiste, et que même l'ancien rappeur Joe Star y sont opposés. Alors quand vous avez autant de gens aussi différents qui finissent par s'opposer à un projet aussi délirant, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il faut se poser les bonnes questions, effectivement. Mickaël Sadoun. Ah ouais, non mais moi j'ai vu ça, je pense que c'est le sujet qui m'a le plus révolté cette semaine. Gaëlle Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, pire présidente de l'Assemblée nationale de notre histoire, d'un niveau... À mon avis, vraiment, je n'ai pas envie de faire de polémique, mais vraiment d'un niveau technique, intellectuel, charismatique, qui est largement en dessous de ce que demande la fonction, a décidé de laisser son empreinte par la pire des manières, en détruisant un bâtiment qui l'a précédé de 100 ans ou 200 ans, pour le remplacer par une infâme bouse. Il faut vraiment voir... Une infâme bouse. Vous êtes dans la nuance, Mickaël Sadoun. Il faut que vous alliez voir vraiment les vidéos. C'est une infâme bouse en verre. Apparemment, en plus, il y a eu un concours d'architectes qui avait mis en concurrence aussi un architecte japonais qui avait fait un truc qui n'était pas si dégueulasse que ça. Mais bien sûr, ils ont privilégié la construction en verre, pas harmonieuse avec le décor. C'est très révélateur de ce qu'est la Macronie, c'est-à-dire une volonté de liquider l'héritage de la France, de le liquider complètement pour le remplacer par une substance informe, technocratique, moche, de verre et de métal, qui ne convient à personne en fait. Je vous rassure, il y a beaucoup d'artistes contemporains qui ne sont pas particulièrement macronistes, ou en tout cas qui ne s'affichent pas comme tels et qui ont à peu près le même goût pour les choses. Mickaël Sadoun, l'esprit du progressisme citadin. Sans doute. Puisque vous avez la parole, on va vous la laisser. Vous avez un coup de gueule, un coup de cœur ? C'est plutôt un coup de gueule en fait contre la loi d'interdiction des réseaux sociaux aux 10-15 ans qui est passée récemment en Australie. En fait, c'est un coup de gueule sur la loi qui est passée chez nous concernant le contrôle des réseaux sociaux qui arrive bientôt pour tout le monde en France. Cette loi, elle s'est révélée assez inefficace en Australie. On a constaté qu'en fait, les 10-15 ans fréquentaient toujours les réseaux sociaux quelques mois après la mise en place de cette loi. Par exemple, il y a toujours 20% des 10-15 ans qui fréquentent Instagram quotidiennement. Et ça, c'est sans parler de TikTok, Snapchat, etc. et tout ce qu'on sait. Ça montre... D'abord, quelle est la cause de cette persistance de la fréquentation ? Alors, il y a un peu d'utilisation des VPN, mais c'est pas majoritaire. La cause majoritaire, c'est que les réseaux sociaux eux-mêmes ne font pas le travail de contrôle des utilisateurs, parce que d'abord, c'est pas dans leur intérêt. Plus il y a d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, désolé, plus les réseaux sociaux sont contents. C'est comme ça, c'est des business qui marchent en termes de masse critique.
Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas envie de déployer des moyens considérables en disant est-ce que vous avez 15 ans, 10 ans, etc. Après, il y a évidemment le sujet des comptes familiaux, c'est-à-dire que les enfants peuvent utiliser des comptes familiaux, par exemple sur YouTube. Et ça, j'ai envie de vous dire que on n'arrivera pas à l'éteindre complètement par la loi. Ce que je veux dire, c'est évidemment que l'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux ne doit pas être régulé par l'État, il doit être régulé par les parents eux-mêmes. Il faut responsabiliser les gens. Et j'invite les gens ici à mener la même réflexion en France, puisqu'on a une loi gravissime qui est passée il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là. Ça n'est pas à l'État de contrôler ce que font vos enfants. Ça vous revient pleinement. Vous voulez les éduquer dans les livres et dans l'éducation traditionnelle, grand bien vous fasse. Vous voulez leur donner une tablette dans les mains, il faut en assumer les conséquences. Mais quand on développe un nouveau média, de toute façon, il faut en assumer les conséquences. On ne peut pas dénoncer la démocratisation générale de l'information. C'est comme ça. L'invention du journal a démocratisé l'information. L'invention de la radio a démocratisé l'information. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux et la solution, c'est pas de les censurer. La solution, c'est d'installer un degré d'éducation supérieure qui correspond aussi à cette évolution technologique. C'est tout. Céline Benz, vous partagez ce coup de gueule de Michael Sadoun. Au fond, il n'est pas forcément nécessaire, il est même peut-être inutile de vouloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans parce que ça s'est pratiqué en Australie et que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait en France ? Vous en pensez quoi ? Alors, moi je pense que de dire qu'il doit y avoir une liberté d'expression, je pense qu'on en est tous d'accord ici, ne signifie pas qu'il n'y a aucune règle. S'il vous prenait maintenant de diffamer Monsieur Sadoun, eh bien, on vous le reprocherait et vous seriez traduite en justice. Bon. Et ce serait normal d'ailleurs. Ça, c'est la première des choses. Donc, par ailleurs, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une plateforme qui diffuse chaque jour des milliards de contenus, c'est pas un simple hébergeur. La plateforme, le réseau social, il a un algorithme qui va mettre en avant un certain nombre de choses. Donc, à partir du moment où vous êtes un jeune de 10 ans qui est tombé dans une boucle, qui est tombé dans une bulle, vous allez vous retrouver à vous voir sans cesse proposer les mêmes types de contenus qui vont vous, quelque part, vous matrixer. Voilà. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Le réseau social, il fonctionne sur cette base. Ce n'est pas un simple hébergeur, c'est un élément d'information qui va mettre en avant vos propres préférences. Et c'est sur cette base qui fonctionne. Et la dernière des choses, c'est-à-dire l'argument de M. Sadoun qui consiste à dire les parents s'en chargeront. C'est l'argument principal pour moi. Parce que, et je vais vous dire, l'éducation elle-même est une bulle informationnelle. Parce que comment est-ce que vous contrôlez que les parents eux-mêmes vont pas mettre toujours le même contenu dans les mains de leurs enfants ? Je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas contrôler tout ce qu'on met dans les mains des gens. Il faut s'assurer de leur niveau d'éducation, c'est tout. Et ça, c'est l'école qui s'en charge. C'est l'école qui s'en occupe, mais vous aurez constaté comme moi qu'on se casse la figure dans toutes les antennes, dans toutes les enquêtes PISA. Mais c'est ça le sujet. Mais ça, c'est un sujet par ailleurs. Mais on ne peut pas dire les parents se chargeront de surveiller toute la journée ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu comme de dire finalement les conducteurs vont s'assurer eux-mêmes de la mise en place de la sécurité routière. Et puis voilà, on peut pas laisser à chacun Céline Benz est plutôt du côté du contrôle, voilà, peut-être un peu plus en tout cas de la censure. Pour éviter la jungle. De la censure. Un peu de contrôle peut-être permet d'éviter la jungle, on comprend. Et surtout la Céline Benz, puisque vous avez la parole, Céline Benz, vous avez un coup de gueule très rapidement. Oui, j'ai un coup de gueule très rapide. Donc on a appris là que le mois de juillet était le plus chaud qui était enregistré en France depuis qu'on fait des mesures, c'est-à-dire début 20e siècle. Tout le monde s'en est étonné. Dans 2 mois, on aura tous oublié. Concrètement, qu'est-ce que peuvent faire nos territoires et qu'est-ce que peuvent faire nos communes pour s'adapter à ces 40 degrés là et à ces vagues de chaleur répétées. Donc, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en œuvre et qu'on ne peut pas tout attendre de l'État en la matière. Ça devrait vous plaire, messieurs. Donc, comment on fait pour accompagner éventuellement, si ça doit être fait, les hôpitaux, les publics fragiles, les EHPAD, les écoles, et donc comment on n'attend pas de l'État. Voilà, ne pas tout attendre de l'État. Je crois qu'il y aura eu plutôt un consensus sur cette question autour de cette table. Merci beaucoup à tous les trois, à nos 3 chroniqueurs, Céline Benz, Amaury Brelet, Michael Sadoun. Merci à tous les 3. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à réagir au standard 0826 300 300.